Je vous propose de prendre place avec toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. J'ai reçu les procurations de Daniel Masson, qui donne procuration à Véronique Pose, de Laurence Beccarelli, qui va nous rejoindre en cours de conseil et qui me donne procuration, d'Yvan Racle, qui donne procuration à Patricia Lotte, de Charles, qui donne procuration à Serge. Serge va arriver aussi parce que je crois qu'il a été retenu par une réunion. Et puis de l'Orcadie, qui donne procuration à Dany de Rennes. C'est bien ça. Serge vient d'arriver. Parfait. Je remercie Véronique Desruas d'assurer le secrétariat de cette réunion. Et avant que l'on débute l'ordre du jour, je voudrais vous annoncer que nous retirons la délibération numéro 5 qui concerne un avenant pour le nautique, parce que nous avons d'autres avenants sur le nautique à passer. Nous les passerons lors du prochain conseil municipal, donc celui du mois de mars, ce qui permettra d'avoir une présentation de l'ensemble financière de l'ensemble du projet. C'est d'ailleurs une des questions qui nous avait été posée. Et puis de retirer la décision 580, parce qu'en fait il ne s'agit pas formellement d'une décision qu'il aurait fallu prendre, mais d'une délibération, donc elle sera pareille, elle sera présentée au prochain conseil municipal. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous propose que l'on débute, que le conseil, on passe au point 1, pardon, avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Augustin? Est-ce que sur le côté c'est c'est le partenariat avec Nissan, mais qui aurait dû être une délibération si c'est ça. Oui, j'essaie de savoir de quoi vous me parlez. Compte rendu, comme on l'a lu, il y a des choses qui ne me semblent pas tout à fait exactes ou précises, mais là encore, je pense que l'idée n'était pas de passer la soirée là-dessus. Si on prend juste l'exemple du camping, il est précisé que je trouve que 13,6 millions c'est une redevance faible. Je fais bien la part des choses entre l'investissement et la redevance, je ne sais pas 13 millions. Par contre, à plusieurs reprises, j'ai dit que l'investissement réel qui reviendrait à la commune était inférieur à 5 millions, ça ne figure pas. J'ai aussi cité l'article 15 qui excluait le logement locatif de ce qui serait rétrocédé à la commune en fin de BEA, ça n'apparaît pas. Et enfin voilà, un certain nombre d'inexactitudes, voire d'erreurs. Je vais vérifier. Je ne vois pas détailler tout le compte rendu, mais. Alors, comme je vous propose régulièrement, est-ce que vous voulez faire un complément au compte rendu avec ce que vous estimez ne pas figurer? Après, ça veut dire qu'il faut tout réécrire ou tout reprendre. Au PV d'aujourd'hui, il faudrait c'est notre sujet depuis le début. Alors, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Il faudrait qu'on ait un compte rendu qui soit fidèle à la vidéo au moins. Alors après, je comprends qu'il y ait des sujets des fois un peu pointus ou un peu techniques, mais la différence entre un investissement et une redevance, c'est quand même relativement important. Voilà, et puis les chiffres, les propos, l'argumentation qu'on peut dire en disant qu'il n'y a pas eu de concurrence très d'apport au projet, parce qu'il y a un projet finalement, ça ne figure pas non plus. En fait, ce que je voulais vous proposer, c'était de dire sur le compte rendu, comme je l'avais déjà évoqué, s'il y a vraiment des imprécisions, vous pouvez nous fournir un document, ou en tout cas, et on l'annexe en fait au procès verbal du coup de ce conseil pour qu'il modifie le procès verbal du conseil précédent, sans difficulté. Comme ça permet aussi d'avoir précisément toutes les modifications que vous souhaitez apporter. Monsieur Titon-Poix me souffle à l'oreille en termes d'actualité que l'intelligence artificielle est une aide qui est d'ailleurs utilisée dans certaines commissions pour la rédaction des comptes rendus. Alors est-ce que ça pourrait être utilisé et simplifier la vie des agents de la commune pour la rédaction du PV de conseil municipal? Et on est en train de travailler pour mettre l'intelligence artificielle de manière plus présente au sein de l'administration. Donc je pense qu'à terme, nous arriverons à cela aussi au niveau de nos PV. Il y a les PV, les commissions. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment assez basique comme service maintenant. Il faut qu'on
soit vigilant, mais c'est un travail qui est en cours avec l'administration. Donc, sur le PV, est-ce que remarque autre que celle qui a été première, donc je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous ai pas demandé, mais Mathieu Emery vous a donné pouvoir le temps qu'il arrive. Oui, mais le temps qu'il arrive. Donc, 5 abstentions. Donc, le compte rendu est adopté. Parfait. Le point 2, il s'agit de la présentation du débat d'orientation budgétaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation globale qui reprendra en partie la présentation de la dernière commission finances et ensuite de vous laisser intervenir pour chacun de vos groupes. Donc, le budget 2025 de la collectivité s'inscrit dans un projet, dans un contexte national incertain. Même si aujourd'hui la France est dotée d'un budget, ce n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques semaines, et notamment dans le cadre de la préparation de notre budget de la ville. Et on sait que les collectivités avaient un risque d'être mis en partie à contribution par le budget de l'État. Les orientations budgétaires s'inscrivent aussi dans les engagements que nous avons pris auprès des Divonnais sur 2 axes. Le premier sur la non-augmentation des taux de la fiscalité, donc ce sera encore le cas pour l'année 2025, et sur l'absence de recours à l'emprunt, ce qui sera également le cas en 2025. Évidemment, le projet de budget, il est conforme aussi aux engagements et aux objectifs politiques que nous avons pris également auprès des Divonnais en 2020, autour de nos 4 axes. Préserver, apaiser, rayonner et connecter, mais je crois que tout le monde les connaît bien maintenant, presque par cœur, avec des actions qui visent à marcher sur nos 2 jambes, c'est-à-dire d'un côté soutenir notre investissement et accompagner la dimension touristique de la ville. Au dernier conseil municipal, nous avons eu un fort temps dédié au tourisme, d'une part avec la présentation et la validation de la nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'Office de tourisme. Et le deuxième sujet, c'était avec le camping et avec le choix d'Utopia. D'ailleurs, avec Véronique Bode, nous avons signé tout à l'heure le BEA avec Utopia, formellement. Et puis, d'un autre côté, d'accompagner l'ensemble de nos politiques publiques nécessaires à la vie de Divonne-les-Bains et de la commune de 10 000 habitants, c'est-à-dire le service à la population, aux équipements scolaires, etc. Mais on y reviendra, j'y reviendrai dans la suite de mon propos. Du coup, le budget, il reprend en partie les investissements que nous avons prévus dans notre programme politique, mais également pour l'année 2025, avec notamment en 2025 la fin du déploiement de l'éclairage public et la fin du marché de performance énergétique, le MPGP, la labellisation climat, air, énergie. À l'époque, ça s'appelait Citergie. Aujourd'hui, ça a changé de dénomination, mais ce qui nous permettra de pouvoir être reconnus dans les actions, dans le domaine de la transition énergétique et de la transition écologique, avec un premier step de ce label qui nous engagera encore à poursuivre. Un travail sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, la fin en 2025 des travaux du nautique, qui vise à 2 objectifs. Le premier, c'est redoter la ville d'une salle des fêtes à destination des Divonnais et à destination des associations. Et deuxièmement, la rénovation d'un bâtiment qui était une passoire énergétique pour en faire un bâtiment plus économe avec une performance énergétique meilleure. Les travaux devraient se terminer durant l'été 2025. 2025 verra également le lancement de la rénovation de l'école élémentaire du centre. Choix que nous avons fait de prioriser cette école suite aux incidents qu'il y a eu en 2023, avec un objectif aussi d'améliorer le confort des enseignants et des élèves, en ayant un travail sur la restructuration de l'ensemble du bâtiment, la création d'un préau, le déménagement de la bibliothèque, la création de 2 salles de classe supplémentaires et surtout un travail sur l'isolation et la performance énergétique du bâtiment. Nous aurons l'occasion de représenter le projet. Le lancement opérationnel du village des associations, qui entre aussi à la fois dans des travaux d'amélioration du gymnase, mais aussi
de propositions d'espaces supplémentaires vis-à-vis des associations et pour les principaux équipements. Et enfin, le troisième axe fort qui est le lancement du projet Grand Lac avec le démarrage de la phase opérationnelle du skatepark et de la prairie du Mont Blanc qui font partie de la priorisation que nous avons fait sur le projet Grand Lac. Évidemment, les investissements de la collectivité ou le budget de la collectivité ne tournera pas uniquement autour de ces 4 gros projets. Il y aura également la poursuite des politiques publiques que nous avons mis en place pour accompagner la mobilité, et notamment à partir de 2025, la mise en place d'un transport intradivonné, la poursuite de notre plan de plantation de 1500 arbres, notamment en 2025 avec le dispositif Une naissance, un arbre, un travail sur la désimperméabilisation des sols avec la démolition du bâtiment de la mairie et de l'ancienne douane de Crassier qui devrait nous permettre, en tout cas sur le site de la mairie, de créer un jardin public sur la thématique de l'eau et de pouvoir continuer à travailler aussi sur toutes nos actions en lien avec l'éco-pâturage et les labellisations que nous avons avec la LPO et le centre ornithologique de Gentoul. Évidemment, un des sujets importants de 2025 sera la poursuite et le déploiement de la vidéoprotection. On l'a évoqué lors du conseil municipal du mois de décembre, avec 2 volets. La vidéoprotection qui vise à renforcer le nombre de caméras sur l'ensemble de la ville, mais également avoir un axe particulier d'un système de vidéo-verbalisation sur les points de collecte, avec notamment un accent sur la lutte contre les dépôts sauvages. Nous aurons également en 2025 la poursuite des actions engagées dans le domaine culturel, avec la poursuite du montant du financement de la saison culturelle et le développement d'un projet culturel hors les murs. Et nous aurons aussi un travail sur une étude de faisabilité pour le moyen terme sur la rénovation du centre nautique actuel et notamment définir un programme qui colle avec les attentes de la collectivité. Voilà en quelques mots les grands objectifs de ce budget 2025. Alors pour réaliser l'ensemble de ces projets, il est nécessaire d'avoir des recettes, du budget. Nous avons un résultat provisoire qui nous permet d'avoir sur la section de fonctionnement un résultat de clôture qui est environ de 8 millions d'euros et qui nous permet d'avoir sur la section d'investissement, pour le coup, un résultat d'exercice de 3 millions d'euros avec un solde de reporté antérieur de 2 600 000 euros et un résultat de clôture de 6 87 000 euros. Donc ces bons résultats de l'exercice 2014 nous permettent d'avoir un budget sur la partie recettes de la collectivité, évidemment j'ai tourné toute une feuille, qui s'élève à environ 27 millions d'euros. Ces recettes sont principalement des recettes liées à la fiscalité à hauteur de 12 millions d'euros environ. Nous avons prévu des droits de mutation à hauteur de 1,3 million. Un produit des jeux, nous avons été prudents à hauteur de 5 400 000 euros. Une taxe de séjour pour le DOB à 380 000 euros. Je pense que ce montant sera ajusté au regard des atterrissages de 2024 dans le cadre du budget. Une dotation de compensation de 900 000 euros. La compensation financière genevoise que nous avons conservée à 3,2 millions. Et puis nous avons exceptionnellement une recette cette année qui est la dotation inflation, une recette de l'État. Nous avions été candidats à ce dispositif en 2014, en 2015, et nous avons touché 617 000 euros. 617 000 euros, c'est pas sensationnant le budget, mais ça a un intérêt quand même. Je sais, je vous voyais. 617 000 euros qui sont la dotation inflation que nous avons touchée de l'État. En termes de recettes, nous avons également les recettes, je vais dire assez classiques, des redevances périscolaires, un peu moins d'1 million d'euros, du revenu de nos immeubles à peu près 360 000 euros,
et une partie des remboursements des tickets restaurants de la part salariale à hauteur de 130 000 euros. En recettes d'investissement, nous avons principalement le FCTVA à hauteur de 770 000 euros, des subventions qu'on a estimées à 300 000 euros, le virement à l'investissement à hauteur de 2 200 000 euros et des dotations d'amortissement à hauteur de 1 300 000 euros. Et en termes de dépenses, les dépenses réelles de fonctionnement sont arrêtées à hauteur... Alors Laurence, on t'a plus ta place ou t'as plus de place? Mets-toi à la place de Julien en fait, ou à la place de Kevin. Je pense que vu que tu étais à l'entrée absente, on a bien mis ton chevalet. C'est pas grave. Donc du coup, en termes de dépenses réelles de fonctionnement, on est à 23 900 000 euros, avec des achats qui sont estimés à 2 380 000 euros, en forte baisse par rapport à 2024, notamment grâce à la renégociation de nos contrats énergétiques, des charges de personnel qui sont estimées à 8 700 000 euros, qui correspondent non seulement à la revalorisation du point d'indice, à l'accompagnement financier que la collectivité a mis en place vis-à-vis de ses collaborateurs, mais également au renforcement des équipes de la ville, notamment sur les sujets techniques, notamment sur la partie bâtiment, avec une volonté affirmée cette année de pouvoir accélérer la rénovation des bâtiments de la ville, que ce soit à travers les projets importants que j'ai cités tout à l'heure, mais également sur l'entretien, je vais dire, courant des bâtiments de la ville. Nous avons ensuite en charge, en dépenses, les 1 500 000 qui remontent à l'État entre le FNGIR et le FPIC, assez classique. Le reversement de la taxe de séjour, que nous reversons intégralement à l'EPIC, Office de tourisme, et les subventions qui sont attribuées avec une modification cette année importante, qui est la subvention au CCAS, qui augmente à hauteur de 198 000 euros, pour une raison assez simple qui a été vue avec le CCAS, c'est la modification de la fourniture des repas qui sont livrés aux personnes âgées, enfin aux bénéficiaires des repas, parce que ce ne sont pas toutes des personnes âgées, et les modalités de livraison qui ont également évolué. On avait un véritable problème de qualité des repas livrés. Aujourd'hui, le changement de fournisseur nous permet de répondre aux attentes des personnes qui sont en bénéfice de repas, parce que le bouche à oreille et les retours sont plutôt positifs. Et nous avons également fait évoluer le portage de ces repas, parce que l'agent qui était dédié au portage des repas devrait quitter la collectivité parce qu'il a atteint l'âge de la retraite d'ici une année, donc il nous a paru important de commencer à avoir un tuilage pour prévoir les années à venir. Nous avons également sur les budgets annexes une participation sur le budget loisirs équestres et golf de l'hippodrome à hauteur de 284 000 euros, pour l'aménagement du quartier de la gare à hauteur de 612 000 euros, qui sont principalement la poursuite des portages fonciers avec l'établissement public foncier de l'Ain, et au CCAD, donc au budget de l'Esplanade, 1 374 000 euros de virement du budget principal au budget annexe, et une augmentation sur le budget piscine-plage au regard des travaux engagés pour la saison 2025, avec un montant de 849 263 euros. Et pour conclure, je dirais que sur l'année 2025, la collectivité sera en mesure de financer 5 516 680 euros, un financement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui s'inscrit dans la ligne du projet politique que nous avons proposé aux Divonnais lors de l'élection de 2020, qui vise à la fois à rénover une partie des bâtiments et améliorer le confort des usagers, je pense notamment aux écoles, à proposer des espaces complémentaires, notamment aux associations via le village des associations, et à travailler aussi sur la poursuite de l'aménagement urbain, avec le maintien des 1 200 000 euros mis sur les travaux de voirie, avec un travail sur la végétalisation de la ville qui rentre également dans la dimension
et dans l'image de la ville de Divonne-les-Bains. Voilà en quelques mots le débat d'orientation budgétaire. C'était déjà des éléments qui ont été vus en commission. J'ai souhaité être synthétique pour pouvoir laisser du temps au débat. Du coup, qui intervient? Monsieur Quincampoix. Bonsoir. Alors, moi je suis ravi de parler de budget. Je me suis même demandé si on allait le faire cette année parce que ça vient tellement tard que peut-être en fait la prochaine fois vous pouvez gagner un an comme ça en fait au fur et à mesure des retards. Oui. Vous aurez un an de budget en moins, donc ça sera cool. Donc sur le budget, alors moi je trouve que comme d'habitude il y a des sous-estimations des revenus et des surestimations des dépenses. Le casino, pour moi, il va être en forte hausse vu les investissements qu'ils ont faits. Je pense que Partouche n'a pas comme ambition de rester flat cette année, à mon avis. Donc là-dessus, c'est quand même un peu, je dirais, exagérément bas la prévision. Les embauches non réalisées, bon ça c'est commun, c'est connu. On a aussi les recettes des impôts de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, je crois, cette année. C'est dans la 2,5 millions. Ouais. Donc ça passe dedans. C'est assez clair, ça on connaît. Oui, ça on le sait. Donc ça c'est dans les montants en plus, je dirais, des montants basiques. En fait, on a Divonne qui devrait être un paradis fiscal. On devrait même pouvoir presque. Oui, paradis fiscal, oui. On devrait pouvoir non seulement ne pas toucher au taux, mais ne pas toucher en montant en valeur absolue au niveau des tarifs des taxes foncières. On a les moyens. Ça serait une ambition un peu plus intéressante que de ne pas toucher au taux. Mais on va en rester là. Donc, ce qui se passe, c'est que on taxe les logements vacants, on taxe les résidences secondaires, ça, on est tout à fait pour. Mais pour les propriétaires, c'est quand même toujours plus de taxes puisque les montants vont être encore revalorisés cette année de façon non négligeable encore. Mais donc a priori on n'a pas les moyens donc, de faire ça. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas la gestion qui va avec. Alors la gestion, elle se divise en plusieurs grands items que je vais détailler et je vais montrer pourquoi est-ce qu'on a un problème de gestion du budget dans cette ligne. Alors premièrement, gestion des grands projets. Donc le plus grand projet, vous en avez pas parlé là cette fois-ci, c'est quand même le projet. Ah mince. Je parle de quoi aussi proche. Non, mais mettez-moi fort. Voilà. Là c'est carrément pas. Ah, ouais. Voilà. Donc le plus grand projet de la ville que vous aviez engagé à l'époque, c'est quand même le quartier de la Gare, non? Oui. Voilà. Là, on n'en a pas parlé, tiens, c'est très rigolo. Pardon, je vous parle ou vous avez la parole ou pas? Monsieur Quincampoix, est-ce qu'on peut juste laisser, est-ce qu'on peut simplement laisser Monsieur Quincampoix s'exprimer, et puis après, moi j'apporterai des réponses et je donnerai la parole à tous ceux qui veulent apporter des réponses. Donc, Monsieur Quincampoix, allez-y. Donc, la gestion du grand projet, donc, le plus grand projet, c'est quand même le quartier de la Gare, et de loin. Et je trouve que ce qui ne va pas dans la gestion de ce grand projet, c'est la négociation par des actes de justice. Pour moi, la négociation, c'est quelque chose qui ne peut pas aller vite quand on passe par la justice. La justice, c'est le temps long. D'accord ? Et là, on est bloqué par des actes de justice et des recours, etc., en cascade. Et ça fait 5 ans qu'on est bloqué. Mais c'est à vous de négocier, c'est votre responsabilité. Vous avez tous les pouvoirs. Vous avez tous les pouvoirs pour le faire.
vous avez 25 personnes ici sur 29 sur le conseil municipal. Vous pouvez passer tout ce que vous voulez, mais vous ne le faites pas. Donc on reste bloqué, et donc ce projet reste bloqué, et en attendant, on paye les portages. Mais tu vas rembourser si j'espère. Si. Non, mais si le projet se fait. Mais, oui, bah, pour l'instant, il ne se fait pas. Donc bah, on espère. C'est une espérance. Je vous ferai un état des négociations. Très bien. Donc voilà. Donc moi je trouve que ça c'est quand même long et inefficace. D'accord. Donc on paye les portages et on a le risque que les investisseurs s'en aillent. Donc c'est quand même un risque très important. Après, la gestion du patrimoine. Donc la gestion de ce patrimoine, pour nous, elle est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a fermé les thermes, la piscine est dans un très mauvais état, la mairie pareil, les écoles n'en parlons pas. Vous avez dit qu'elles étaient en ruine, et c'est vrai. Donc cette gestion-là, elle n'est toujours pas attaquée. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris le taureau par les cornes, posé le budget correct qui correspond à ce qu'on doit faire comme rénovation, et on a d'autres priorités qui sont venues se greffer, comme le village des associations, qui sont des équipements nouveaux, mais on n'a pas l'envergure, la capacité de rénover les anciens. Moi, je ne vois pas comment on va faire avec des nouveaux équipements en plus. C'est vraiment gênant. Donc ça c'est quand même assez important. On va encore mettre des équipements en plus sur le lac, peut-être, voilà. Et là, pareil, on n'arrive déjà pas à s'en sortir avec le lac comme il est maintenant. L'état du lac est catastrophique, l'état de l'eau, je parle. Voilà. Et on va faire des choses autour, mais on n'a pas réglé le principal problème de l'eau. Donc, je trouve que on va à l'envers. Donc, la gestion de la consommation, alors la consommation des fluides et de la consommation électrique, on avait des grandes ambitions pendant le Covid. D'accord ? On s'était fait avoir, on s'était dit à ce moment-là, oui, on consomme trop, l'énergie est trop chère, les fluides sont trop chers, etc. Post-Covid, l'énergie revient à des chiffres un peu moins importants, même si c'est toujours plus cher que ce qu'on avait payé en 2018, etc. Mais la consommation réaugmente de forte manière. En kilowattheure, en kilowattheure, elle remonte. Donc là, il y a un vrai souci aussi. On n'est pas au rendez-vous de la gestion de la consommation. Alors, électriquement, les lumières vont améliorer cette histoire, mais enfin, il y a quand même encore un souci à ce niveau-là, et je pense que les grands discours qu'on avait post-Covid, ils sont partis. On les tient de sobriété, on n'est pas au niveau. Après, la gestion des missions. Alors, les missions de la mairie, moi, c'est un peu une de mes grandes marottes. Vous savez très bien que j'ai dit souvent ici que j'aimerais bien qu'on discute globalement de la réévaluation des missions de la mairie. Notamment, par exemple, en pointant du doigt, par exemple, la gestion des serres municipales, puisque la mairie n'a pas, pour moi, vocation à produire des fleurs. C'est un choix politique. Oui, mais c'est très bien. Moi aussi, j'ai un choix politique, et mon choix politique, c'est de ne pas produire des fleurs. Voilà. Donc, on n'est pas Gampère. Donc, voilà. Peut-être, très bien. Donc, la gestion de ces missions, moi je trouve qu'elle est pas bien, je dirais, réalisée. Par exemple, il y a des énormes contradictions. On n'a pas de problème accidentogène, etc., d'antivol. On n'arrive pas même à
pouvoir se faire mettre un radar puisqu'on n'a pas assez d'accidents, et pourtant on révise tout le plan de circulation pour aller moins vite. On n'a pas de problèmes accidentogènes, etc., mais on va mettre 3 ASVP en plus pour contrôler et pour fliquer les gens. Donc, alors peut-être que c'est rentable, hein, puisque vous aviez donné des chiffres, peut-être que c'est rentable, hein, mais encore une fois, je trouve que c'est pas logique. C'est pas la question de la rentabilité, là, c'est la question de la gestion. D'accord ? Donc, les caméras, par exemple, les caméras, on a des énormes problèmes depuis des années sur la fibre avec le SIEA. On est toujours à la traîne au niveau des communes françaises. On est dans les dernières à ne pas pouvoir avoir 60 ou 70% de complétude sur la fibre. Et on va redonner cette gestion au SIEA. On a voté. Ok, donc on va leur donner justement, on va payer le SIEA pour gérer les caméras. Et en plus de ça, on avait des rapports de la gendarmerie qui nous disaient finalement les cambriolages sont en baisse, etc. Mais on va remettre des caméras partout. Donc on dépense pour des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Après, évidemment, les grands projets ou les grands projets de rénovation, il n'y a plus de sous. Et donc on ne les fait pas. Et notamment, il n'y a plus de sous parce que, premièrement, au budget, on sous-estime les recettes, on surestime les dépenses, et donc du coup, bah oui, il n'y a plus de sous, on ne peut plus rien faire. Donc là, il y a un vrai souci. Sur les priorités, les termes. Vous savez combien il y a de fois mentionné le mot terme dans le ROB? Vous savez? 0. Bon voilà, il y a 0 fois mentionné terme. Donc moi je sais pas, on n'en parle pas, et ça n'existe pas, ça n'existe plus. Vous voyez, ça a disparu. Il n'y a plus de budget, et on n'en parle plus dans le ROB, donc c'est fini. C'est la magie. Voilà, c'est la disparition totale. Donc, mais bravo, hein, voilà, moi je suis fan de Georges Perec, vous l'avez fait, en vrai. Le nautique au lieu des écoles, moi aussi, ça c'est une aberration. On va faire le nautique d'abord, mais l'école primaire, elle a les plafonds qui tombent, etc. Et on le savait, l'école primaire, elle date des années 50, je crois, si je me rappelle bien. Donc on savait qu'il y avait un souci là-dessus. Mais non, on va faire d'abord le nautique. Et c'est pareil, on va aller d'abord faire le village des associations avant de faire la mairie, parce que la mairie, évidemment, les gens de la mairie, on n'en a rien à faire. Donc il n'y a pas de souci. Je finis. Après, on se poudre de micro-mesurettes, c'est-à-dire l'autopartage. Moi, je vais faire une des communications, un peu comme vous faites d'habitude sur Facebook. Vous avez 100% d'augmentation de l'autopartage. Non, 100%. Parce que vous êtes passé d'une voiture à 2. Voilà. Donc, mais bon, je veux dire, il y a un moment. Parce que 100% de 0, ça fait 0. Je vous dis, je savais moi, si vous n'en avez pas. Oui, a priori, c'est pas maîtrisé. Mais vous savez, le budget n'étant pas maîtrisé, je comprends que les chiffres ne le soient pas. Et on n'a toujours pas de grands projets solaires. On avait dit dans le passage au LED qu'il fallait avoir une partie production. Moi je ne la vois pas, elle n'est pas là. On va l'avoir dans le budget puisque vous avez un budget production d'électricité, etc. Donc on va le voir. Et si on attend juste l'école pour ça, il y a des tonnes d'autres manières de faire de la production. On a des tonnes d'endroits où le faire. Il n'y a pas que sur la seule école qu'on va rénover. Donc,
c'est un budget qui manque d'ambition, qui manque de vision. Voilà, en fait, le souci, c'est que ça fait 5 ans qu'on manque d'ambition et de vision. Donc on aura eu une mandature qui sera une mandature de témoignage, de serrage de main et de photo Insta, de budget en retard sans ambition, et qui a mis Divonne en PLS avant la en bonne forme, monsieur qui emploie ce soir, mais au moins ce qui est bien, c'est que vous avez exprimé pour la première fois une vision politique. Et j'en suis très heureux, parce que je pense qu'on pourra réutiliser la vidéo. Quand vous dites on ne sait pas à quoi servent les ASVP, la question de la sécurité n'est peut-être pas essentielle pour les Divonnais. C'est une vraie différence avec nous. C'est une vraie différence quand vous dites on ne se soucie pas des employés de la mairie, on n'en a rien à foutre. C'est pas du tout le cas. Il y a une mairie qui est prévue sur le quartier de la gare. Je rappelle simplement que le quartier de la gare est bloqué. Et comme ça, je pourrais prendre point par point pour vous dire qu'on a une vraie différence de fond. Prenons les serres. Je crois me souvenir que dans votre projet politique, vous aviez proposé de faire un maraîchage aux serres. Il me semble, mais peut-être que je me trompe. Oui, mais ça veut dire que le maraîchage, il entraînait aussi un fonctionnement des serres. Et la question, donc ça veut dire les coûts énergétiques. Et ça veut dire aussi derrière, est-ce que c'est, nous on estime qu'une collectivité elle doit plutôt produire des fleurs que produire du maraîchage, mais c'est une vraie différence de fond. Et en fait, ce soir vous avez été dans votre rôle, et vous avez fait un vrai discours politique. Moi je trouve ça très bien, on n'est pas d'accord, mais on sait qu'on n'est pas d'accord depuis 5 ans. En tout cas, moi une chose qui est sûre, je ne vous conseillerais pas pour que vous soyez embauché à l'office de tourisme de Divonne-les-Bains pour faire la promotion de la destination touristique, parce que pour des gens qui vous entendront pour la première fois, ils ont l'impression de vivre dans un territoire sans fibre, dans un territoire sans transport, dans un territoire dénué de tout bâtiment qui tienne la route, avec des enfants qui vont dans les écoles avec des casques. Et je ne crois pas, pour être un peu à Divonne, en dehors des moments où on met en avant les événements de la ville, je ne crois pas qu'on soit dans cette situation-là. Mais voilà, simplement, c'est un débat, vous avez le droit d'exprimer vos positions. Monsieur Guibert, vous vouliez intervenir. Allez-y. Oui, merci. Bonsoir à tous. Allez-y. Je voulais rajouter des temps de points. D'abord, pour les sous-estimations, c'est vrai qu'elles sont importantes au niveau des recettes. On sait que d'année en année, on a produit des jeux qui augmentent. Là, vous avez mis le même montant que l'année passée, 5,4 millions. On sait que la Confédération, la compensation franco-genevoise est en hausse aussi, avec le nombre de frontaliers. Là, vous avez mis 3,2 millions comme l'année passée. Donc, ces sous-estimations donneraient si elles étaient vraiment valorisées à leur juste chiffre, donneraient des marges de manœuvre supplémentaires, sans compter la dotation pour inflation dont vous avez parlé, aux 617 cas, que nous n'avions pas l'année passée. Et bien sûr les 1 million de taxes pour résidence secondaire. Donc toutes ces sous-estimations sont néfastes pour le budget, et je le regrette, notre groupe le regrette, puisqu'on pourrait investir et avoir une volonté et avoir une ambition plus importante. Après, pour le programme, ce qui est gênant, c'est vous engagez dans des réformes de bâtiments, à tort ou à raison, parce qu'on n'a pas eu l'audit complet des bâtiments. Pourquoi tel bâtiment plutôt que tel autre? Pourquoi l'école du centre plutôt que, par exemple, l'école d'Arbert? Donc, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir le retour sur investissement, c'est-à-dire quelle économie chiffrée on a sur tel ou tel bâtiment pour rénover. Est-ce que la rénovation vaut le coup pour certains bâtiments, peut-être pas pour d'autres? La transition écologique, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rénover tous les bâtiments. Je pense qu'il faut regarder d'abord ce qui tient la route ou ce qui ne tient pas la route, et puis ce qui est jouable en termes de transition écologique. Et ça, on n'a jamais eu d'état global des bâtiments, la rentabilité qui était espérée à renforcer tel ou tel bâtiment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il
il y a des bâtiments, on a un parc de bâtiments déjà très important. Pourquoi en rajouter d'autres? Alors, un gymnase, c'est peut-être nécessaire, via les associations, mais pourquoi rajouter le nautique? On aurait pu imaginer de transformer, par exemple, l'esplanade en salle des fêtes, avec des coûts moins élevés. Donc, tous ces bâtiments supplémentaires posent question, parce que, en effet, on a des atouts importants qui sont dans cette ville, mais il faut faire des choix, je pense, et pas se multiplier les bâtiments. Voilà, sur la vision, vous parliez de la dimension touristique. Pour moi, la dimension touristique est très peu mise en valeur. On parle des termes qui n'ont pas été cités dans le rapport. En plus, vous nous dites qu'on est à bout de champ sur les termes pour avoir une négociation exclusive avec un partenaire. Donc c'est étonnant qu'on ne mette aucun budget, par exemple, pour la rénovation de canalisation, pour des infrastructures qui sont nécessaires pour un opérateur. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous parliez à aucun moment dans le rapport, en tout cas, j'ai pas vu, vous parler d'une mission sportive ou cadre de vie. C'est des éléments importants. Aujourd'hui, nos bâtiments sportifs sont à bout de souffle. Et Divonne a une vocation très forte dans le sport. Donc je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas un budget sport, qu'on n'ait pas un budget fléché sur cet axe-là. Et que année en année, on se retrouve avec des budgets variables en fonction des équipes qu'on reçoit, en fonction des opportunités qu'on a. Il serait important d'avoir une vraie sérénité sur le sujet, sur des événements régionaux ou internationaux. Et la feuille de route de l'Office du tourisme, en tout cas, le mentionnait. Donc il est important qu'on ait ce développement qui est pour moi l'ADN de Divonne, en fait, le sport, le bien-être. Le tourisme, ça passe à Divonne par le sport et le bien-être. Donc ça, c'est vraiment une vision qui manque, et c'est dommage de se disperser sans évoquer ces points-là qui sont fondamentaux. Deuxième élément très important que je n'ai pas vu dans le budget, et on n'arrête pas d'en parler, que ce soit au niveau national, au niveau régional, local, c'est le logement. On en a parlé en commission. Le logement, on va se retrouver à payer bientôt une amende parce qu'on n'est pas du tout au 25% de la loi SRU. Et ça, on traîne ça depuis des années, comme une menace, comme quelque chose qui va nous coûter une amende. Et c'est vraiment dommage. Et pendant ce temps-là, on n'arrive pas à loger les gens sur notre commune. Troisième axe, rien n'est fait. En tout cas, je n'ai rien vu mentionner pour les jeunes dans le budget. Les personnes âgées, vous en parliez à l'occasion des repas, mais je pense que on a besoin d'une ambition renouvelée pour ces catégories-là, jeunes et personnes âgées, qui sont importantes à Divonne. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise également par rapport à d'autres communes. C'est le pourcentage des personnes âgées, mais également les jeunes, les familles. Et je pense que là, on a vraiment une ambition qui n'est pas du tout là, en tout cas dans ce que j'ai lu. Voilà. Donc un petit peu déçu de la dispersion de vos actions et du manque d'arrimage à ces actions clés que moi je loue particulièrement, et je pense que c'est important pour le développement de Divonne pour l'année prochaine. Merci. Merci pour vos remarques sur le DOB. Enfin, ça ne fait pas plus de remarques que celles que j'ai formulées tout à l'heure, parce que les remarques étaient à peu près les mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce DOB? De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir après dans le cadre du budget. C'était un prendre acte. Parfait. Donc on poursuit l'ordre du jour. Sur le point 3, il s'agit d'accorder, on vous propose, une subvention à destination de la protection civile pour accompagner la population de Mayotte, qui a connu le passage du cyclone Chido. Et en fait, la protection civile a un partenariat avec l'AMF, la Croix-Rouge, France Urbaine,
et d'autres associations pour soutenir les populations et les communes de Mayotte. Donc si vous en êtes d'accord ce soir, on pourrait voter en don de 5 000 €. Est-ce que ça appelle des questions? 5 000. Ça appelle des questions? Des remarques? Parfait. Donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération est validée. Et je vous remercie. Le point numéro 4, il s'agit de la souscription des contrats d'assurance pour le groupement de commandes entre la ville et son CCAS pour le lot 3. Si vous vous souvenez, au conseil municipal de décembre, c'était un lot qui avait été jugé infructueux. C'est le lot qui concerne l'assurance des véhicules à moteur et des risques annexes. Nous avons mandaté un courtier pour rechercher un prestataire pour ce lot 3. Nous avons trouvé une compagnie d'assurance qui est la compagnie Balsia SE, qui nous a fait une offre pour les prestations d'assurance pour la ville et le CCAS. Pour la ville, elle s'élève à un montant de 21 186,24 € hors taxe, donc soit 37 437,82 € TTC. Et pour le CCAS, 781,75 € hors taxe et 1065,19 € TTC. Les contrats, le marché serait conclu pour une durée de 48 mois et commencerait au 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et je vous avoue que les suivis des assurances constituent un vrai problème aujourd'hui pour les collectivités. Nous, on a la chance d'avoir pu trouver, mais d'autres collectivités rencontrent de vraies difficultés. Pas forcément que pour leurs véhicules, mais aussi pour leur patrimoine bâti, et notamment dans les secteurs qui sont soumis à des forts aléas climatiques. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Point 5, donc il est retiré comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le point 6, il s'agit de l'évolution de la maîtrise d'œuvre pour la construction du village des associations, donc de la salle des sports. Le projet a évolué, notamment pour répondre à des travaux de mise en sécurité, de conformité et d'accessibilité du gymnase, des demandes des associations dans les équipements des différentes salles qui seront dans ce premier espace du village des associations, de l'ajout de mobilier, des demandes complémentaires, notamment de la maîtrise d'ouvrage, notamment sur les enjeux énergétiques, et des remarques liées au bureau de contrôle. Ce qui fait que l'avant-projet définitif, qui a été validé par le comité de pilotage qui suit en fait ce projet, s'élève à 4 248 270 € hors taxe, avec deux missions pour Composite SARL Architecture, qui est le bureau d'architecte qui a été retenu lors de la phase concours, un taux de rémunération pour la mission de base à 11,35%, et un taux global incluant toutes les missions complémentaires à 13,77%, portant la rémunération globale à un montant de 584 986,78 € hors taxe. Voilà pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Monsieur Augustin. Une remarque, monsieur le maire, c'est d'abord vous féliciter, parce que ça va être une des grandes réalisations de votre mandature, quasiment la seule probablement. Donc vous voyez, on a des orientations qui tournent au four, mais malgré tout, on sait reconnaître vos réalisations. Ce que disait monsieur Quillon-Poix tout à l'heure, c'est que ce n'était pas forcément quelque chose de très prioritaire. Effectivement, la rénovation des écoles est, selon nous, quelque chose qui aurait dû être pris en compte avant que les plafonds s'écroulent. Et quand vous vivez dans votre monde merveilleux de Divonne-les-Bains sur Instagram, la réalité elle est quand même bien différente. Donc oui, les plafonds des écoles s'écroulent, oui, les plafonds de la mairie s'écroulent. Donc il est temps de faire quelque chose. Simplement pour dire que globalement, on a échangé sur ce dossier-là, on a échangé sur ce dossier-là hier soir. On va avoir donc une extension du gymnase qui va nous coûter en gros 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, quand on est sur 4 millions et quelques hors taxes, on rajoute les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Globalement, on va arriver aux alentours de 6 millions d'euros. Donc c'est un montant important pour un projet qui servira les Divonais et les associations. Mais là encore, politiquement, on n'est pas forcément en phase avec vous en termes de déplacement, etc. Tout groupé sur un site qui est quand même excentré par rapport à la ville, ça pose des problèmes de déplacement, de mobilité. Et ça, par exemple, ça n'a toujours pas été réglé.
Donc vous faites des promesses et des choses comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde va au gymnase en voiture, on amène nos enfants, on va les chercher. C'est la réalité d'Yvonne. La réalité d'Yvonne, c'est pas un superbe projet sur une feuille de papier. Donc voilà ce que nous avions à dire sur ce sujet-là. L'augmentation elle est justifiée par un certain nombre de dépenses qui sont sans doute nécessaires, qui profitent également à la structure existante, puisque c'est un ensemble et un seul ERP. Donc validons ces augmentations, mais nous on reste sceptiques sur votre gestion du budget. Entendu. Ça n'appelle pas forcément de commentaires de ma part. Donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Merci. Le point 7, il s'agit de travaux réalisés sur la Grande Rue. Donc c'est le lot numéro 2 sur les aménagements paysagers immobiliers avec IDVRD. Nous avons eu des prestations supplémentaires qui ont entraîné une plus-value. Il y avait 2 types de prestations. Une première, c'était la mise en place d'une fontaine à eau. Et deuxième point, c'était la gravure du logo de la ville sur les bancs et les banquettes. Tout cela a représenté un montant de 13 743,62 € hors taxe, soit une modification du marché de 8,13%. Le projet est terminé depuis maintenant une année et nous sommes en train de finaliser les plus-values et les moins-values de ce projet de la Grande Rue. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Monsieur. Alors une question qui va vous paraître anecdotique, mais est-ce qu'on prévoit un changement de logo pour la commune? Ok, parce qu'à un moment, sur la fin de la mandature précédente, on en parlait, etc. C'est juste avant de graver des logos, qu'on soit certain. C'était pas clair d'ailleurs en commission, donc je préférerais poser la question de façon plus transversale. Donc si vous me dites que c'est pas prévu, tant mieux. Vous savez, toute nouvelle équipe municipale qui va arriver en 2026 aura peut-être l'idée de changer la communication de la ville et de refaire un logo. Voilà. C'est vous, probablement. Je ne vais pas parler de moi, je parlais de nouvelle équipe municipale. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne, donc le point 7 est validé, je vous remercie. Le point 8, il s'agit de la délibération qui revient de manière récurrente sur le recrutement d'emplois saisonniers pour l'année 2025. Vous le savez, que ce soit pour les équipes techniques ou pour les équipes administratives. Juste trompé. Ah mince, j'ai été trop vite. Non, vous êtes sûr? Ah mais c'est pas dans cet ordre-là. Julien? Oui, je confirme. C'est Daniel qui peut la présenter. Non, c'est pas ça. Mais attendez, parce que... Bougez pas. Hein? Oui, mais je vérifie juste une chose. Moi, ok. C'est pas la même délibération. J'ai pas le même truc, mais c'est pas grave. Excusez-moi, parce que c'était le point 10 chez moi. Donc, bon, bref. Donc, mise en souterrain des réseaux, vous avez tout vu hier, j'imagine, en commission travaux, donc je le redis. Mise en souterrain des réseaux aériens et de communication électronique de la société Orange Rue de la Combe de l'Eau. On avait validé un APS en 2022, un APD en 2023. Et aujourd'hui, nous proposons de valider une convention proposée par la société Orange dans le cadre des travaux de dissimulation des réseaux Orange sur la commune, et notamment sur le secteur de la Combe de l'Eau. La commune assure la maîtrise d'ouvrage d'une partie des prestations qui sont décrites dans la délibération. Orange assure une autre partie de la maîtrise d'ouvrage. Ça représente un coût total d'environ 12 000 €, dont 6 828,97 € sont financés, pris en charge par Orange, et 5 039,14 € sont pris en charge par la commune. Ce qui devrait, si la société Orange intervient dans un délai raisonnable, nous permettre de finaliser les trottoirs de la rue de la Combe de l'Eau. Mais je crois que Daniel Masson a évoqué hier soir, on n'a pas encore de date d'intervention de Orange. Voilà. Si j'ai bien suivi. Monsieur Augustin. C'est surtout nous qui avons évoqué l'état des trottoirs de la rue de la Combe de l'Eau, parce que ça fait un an qu'on est en travaux sur ce secteur. On le voit aussi, vous savez. On le voit aussi. Et l'état des trottoirs, on le fait aussi. On ne le dit pas. On essaie de voir des choses. J'évoque la commission d'hier soir où nous avons évoqué la situation des trottoirs, où nous
nous avons demandé à ce qu'il y ait des mesures au moins provisoires qui soient prises de façon à ce que les gens arrêtent de marcher sur la route au lieu d'être sur des trottoirs, parce que c'est dangereux, en particulier aux endroits où c'est mal éclairé et où c'est étroit. Voilà, aujourd'hui, on a eu un certain nombre d'explications sur le fait qu'on signe maintenant une convention avec Orange alors que les travaux sont en attente depuis plusieurs mois. Apparemment, c'est la faute du SIEA. Et c'est pas M. Picantois qui le dit, c'est la commission, voilà, c'est les services, c'est l'adjoint. Donc on dit on n'a pas la main sur le SIEA, et moi je dis pourtant on a un vice-président du SIEA dans la mairie. Donc il y a quand même un moment où je ne comprends pas, quand on parle de la gestion de ces projets qui ne fonctionnent pas, voilà, on devrait avoir une situation plus fluide avec... Même le vice-président n'est pas entendu au SIEA. Ouais, mais j'ai l'impression que... Enfin, je suppose que vous êtes entendu en fait. C'est vrai, voilà. C'est ça. Donc, on parlera quand on parlera du développement des bus grâce à l'agglomération sur Divonne-les-Bains. Ouais. Le vice-président n'est pas entendu. Bref, continue. Vous êtes en charge des mobilités là-dedans? Ah non, mais je suis pas en charge de la fibre SIE là. Voilà, Mais tout simplement. Mais on parle pas de qui? Enfin, on parle des travaux, on parle du centre de réseau. Monsieur Augustin, soyez content. Vous m'attaquez. Parce que vous dites que le vice-président au SIEA ne fait pas bouger les sujets du SIEA. Je vous réponds en vous disant que à d'autres endroits, j'y arrive mieux, notamment en vous disant les transports dans le pays de Gex. Vous me dites, vous n'êtes pas vice-président de la mobilité, je vous dis non, mais je fais partie de l'exécutif, donc ça peut aider. Et je vous dis oui, le SIEA, j'ai beau être à l'exécutif, je n'arrive pas toujours à faire bouger les sujets du développement de la fibre et de l'accompagnement de nos projets. Point. Voilà. Vous vous sentez attaqué, mais je ne vous attaque pas. Non, vous m'attaquez, Augustin. C'est pas il faut... Alors, s'il y a quelqu'un qui fait son faux ici, c'est sans doute pas moi, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est pas moi non plus. Alors... Ah, bon. J'évoquais les explications qui nous ont été données hier concernant le retard qui est pris sur les travaux de la rue de la Comte de l'Eau. Et on me dit que c'est le SIEA, c'est pas une attaque contre vous. Et je le dis parce que je le crois fondamentalement, que vous êtes vice-président du SIEA et que ça devrait avoir un effet positif. Et que c'est pas une attaque, c'est une solution que j'essaie de proposer à la collectivité. Alors c'est visiblement une solution parce que l'efficacité n'est pas là. Ça ne change rien au sujet qu'on a des travaux qui durent depuis un an, mais vous pouvez chercher la polémique, ça ne changera rien à ce problème-là. En fait, je ne cherche pas la polémique, je passe dans la rue de la Comte de l'Eau. Régulièrement, je constate qu'il y a des problématiques. Vous pensez que, en tant qu'élu de la majorité, on est satisfait de la situation? Il faut dire que non. Et alors qu'est-ce que vous faites pour les barrières qui sont au milieu des trottoirs? Qu'on agit, qu'on demande à nos équipes d'agir, qu'on essaye d'agir pour trouver des solutions sur l'ensemble des sujets. Mais en fait, mettez-vous à notre place, monsieur Augustin, et je pense que, comme vous l'avez décrit dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, vous allez tout changer, vous ferez tout bien. Parce que des fois, il y a des réalités qui font que les choses n'avancent pas comme on aimerait qu'elles avancent. Tout simplement. Mais c'est évidemment toujours la faute du responsable, du maire. Moi, j'en assume pleinement la responsabilité. Mais des fois, on a beau demander, passer des consignes, mandater des entreprises ou aller contre les entreprises qui ne font pas le job pour lesquelles on les paye, des fois, ça n'a pas de résultat. Bref, mais c'est ainsi. Et je regrette l'état de la rue de la Comte de l'Eau, mais dès demain matin, j'appellerai le président du SIEA pour lui dire que il faut que les choses avancent beaucoup plus vite sur la rue de la Comte de l'Eau, comme je l'ai fait il y a 8 jours, comme je l'ai fait il y a 15 jours. Ok, la question et ce qu'il faut faire sur la rue de la Comte de l'Eau, c'est sans doute faire avancer le SIEA, mais je crois que c'est une problématique beaucoup plus générale à toutes les interventions du SIEA sur Divonne-les-Bains. Ce qu'il faut faire sur la rue de la Comte de l'Eau, compte tenu du délai qu'on va avoir sur les travaux qui doivent être encore menés par Orange, pour le coup c'est pas le SIEA, c'est trouver des solutions pour les problèmes de déplacement sur les trottoirs. Voilà. Et je veux bien me mettre à votre place, si vous me le proposez, allons-y. Mais en attendant, moi je fais des propositions concrètes en commission, et c'est de trouver des solutions pour la sécurité des Divonnais. La sécurité, c'est pas juste les ASVP, c'est très important les ASVP, mais la sécurité, c'est avant tout de ne pas marcher sur les routes la nuit quand on ne peut pas circuler sur les trottoirs parce qu'ils ne sont pas carrossables. Voilà. Donc cherchez pas la polémique, cherchez des solutions et avançons pour cette ville. Nous on est là que pour ça. Hein. Je me lève pas tous les matins en me disant je vais faire de la polémique ou c'est que je vais être pris en photo toute la journée. Quand je me lève le matin, c'est principalement pour essayer de trouver des solutions et faire avancer les projets. Voilà. C'est bon. Allez, avançons. Donc sur cette délibération, vous votez pour, vous votez contre? Ben alors, je vais le faire différemment. Qui est contre? Excusez-moi. Qui s'abstient? Évidemment pour la fin de cette Donc parfait. Donc le point 10 est validé. Voilà.
Donc 2.8, pardon, donc on retourne au point 9, qui n'est pas mon point 9, qui est le recrutement d'emplois saisonniers pour l'année 2025. Donc c'est une délibération récurrente, avec le renforcement à la fois des agents techniques, des services techniques et des services administratifs au regard de la pause estivale, ou en tout cas des vacances qui doivent être prises durant cette période-là. Donc on vous propose cette année de se laisser la possibilité de recruter en emploi saisonnier 9 agents techniques sur le grade d'adjoint technique et 3 agents administratifs sur le grade d'adjoint administratif. Et ces recrutements se feront pour une durée maximale de 6 mois. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques, donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé. Le point suivant, c'est la modification du tableau des emplois et des effectifs pour permettre les promotions internes. Vous le savez, la commune fournit chaque année des listes d'aptitudes d'agents de sa collectivité qui peuvent prétendre à une promotion interne, et c'est le CDG, donc le centre de gestion de l'Ain, qui décide, tout simplement. Donc aujourd'hui, cette année, nous avons 4 agents qui ont fait l'objet d'un avancement de grade, un technicien et des agents de maîtrise. Et en fait, le tableau joint à la délibération a été mis à jour pour acter cette promotion interne. Du coup, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, pour le vote, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point est validé. Je vous remercie. Le point 11, c'est bien le PPRI pour tout le monde? Bon, parfait. Donc c'est l'avis sur le projet de plan de prévention des risques naturels relatifs aux inondations. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, la commune s'est engagée dans une protection de son territoire en lien avec les risques d'inondation. L'agglomération du Pays de Gex et l'État sont entrés en discussion plus fortement avec les Bains il y a maintenant 2 ans à peu près, pour formellement mettre en place un plan de prévention des risques inondation, avec la crainte, si vous me permettez cette expression un peu triviale, de voir sur Divonne des crues, qui soient des crues de type centenal, comme la ville l'a connu il y a maintenant quelques décennies en arrière, voire un peu plus. Là, le PPRI est un document contraignant qui vise d'un côté à cartographier les secteurs où le risque est avéré, avec 2 niveaux de risque identifiés, un niveau rouge et un niveau bleu, avec des règlements ad hoc, avec en secteur rouge quasiment une interdiction de construire ou de développer des projets, et dans des secteurs bleus, la possibilité de développer des projets sous certaines conditions. Évidemment, c'est un document contraignant, mais il va l'être pour les planifications futures, les développements, mais ça sera aussi un élément contraignant pour les propriétaires de maisons, d'appartements, mais plutôt de maisons, qui sont situés dans les secteurs rouges, parce que des mesures de lutte contre les inondations vont leur être imposées, avec un délai de mise en sécurité de leurs habitations ou de leurs biens, qui est prévu dans le cadre de ce PPRI. C'est notamment la pose de bâtards d'eau pour les secteurs qui sont les plus impactés, j'allais dire, le long de la Divonne. Ce document, il a été travaillé par les services, il a été travaillé dans les commissions de la ville. C'est une étape ce soir qui vous est proposée, de donner l'avis du conseil municipal. Il y aura une présentation qui sera faite le 31 mars prochain lors d'une réunion publique animée par l'État, et qui précédera une enquête publique où chaque Divonnais pourra s'exprimer. Le dossier ayant déjà été mis en consultation sur les 2 derniers mois de l'année 2024 pour connaissance, en tout cas informer la population de l'existence des travaux sur le PPRI. Moi j'y suis très favorable depuis longtemps parce que je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai risque au regard du réchauffement climatique et de se retrouver avec des épisodes de météorologie plus intenses, plus denses, plus fréquents et qui pourraient nous retrouver dans une situation d'inondation importante, notamment sur l'aval de la Divonne, mais aussi sur des secteurs qui sont plus en amont de la Divonne, notamment vers le Clésé ou vers le Viex. Donc c'est des secteurs qui avaient déjà été identifiés il y a maintenant quelques années.
des secteurs sur lesquels des contraintes d'inconstructibilité avaient été mises en place. Donc aujourd'hui, ce document confirme une volonté politique de protection ancienne par un document beaucoup plus contraignant qui sera à terme une servitude dans le document d'urbanisme actuel et dans les futurs documents d'urbanisme. Voilà, en quelques mots résumés, ce PPRI, et en tout cas l'avis que je vous propose de retenir et de proposer ce soir, sachant qu'il y aura encore des phases de concertation à venir, notamment l'enquête publique, où tout le monde pourra exprimer son avis et une synthèse sera faite par un enquêteur public. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PPRI? Monsieur Augustin. C'est pas la première fois que je dis dans ce conseil municipal, mais c'est un vrai risque pour l'Yonne, parce que c'est un risque qui s'est déjà réalisé, notamment sur la commune de Gex, il y a moins longtemps qu'à Yonne, donc c'est pleinement d'actualité. Et comme vous l'avez souligné, le dérèglement climatique n'est pas forcément uniquement réchauffement climatique, mais qui peut entraîner des météos extrêmes, va renforcer ce risque. Ce plan est sans doute une bonne chose parce qu'on va renforcer un certain nombre de mesures sur la constructibilité. Malheureusement, il manque, de mon point de vue, de notre point de vue, tout le volet prévention et protection. On avait dans une étude de 93, je crois, qui est l'étude GeoPlus, et qui identifiait ce risque 2003, qui identifiait ce risque d'inondation, donc 93-2003 sur les plus anciennes. On avait des mesures qui étaient prévues sur le territoire de la commune de Divonne, des installations, des équipements qui permettaient de limiter ce risque, notamment de vagues submersives en centre-ville, des bassins écréteurs. Aujourd'hui, dans le plan qui est proposé, il n'y a plus aucun équipement prévu, aucun investissement pour limiter, pour protéger Divonne. On dit simplement montez vos meubles, montez vos maisons pour ne pas avoir les pieds dans l'eau, mais il n'y a aucun moyen de ralentir l'eau qui pourrait descendre de la montagne, parce que c'est de ça dont il s'agit en cas de crue torrentielle. C'est de mon point de vue largement insuffisant par rapport à les risques qui se renforcent. Simplement prendre des mesures par rapport à la constructibilité, ça ne change rien à la situation des gens qui sont avec un risque avéré. Donc c'est vraiment un point faible de ce plan de ne pas prévoir l'équipement. La réponse qui nous a été faite par Serge, que je sais compléter, mais c'est qu'il y aurait trop d'équipements réalisés, donc la CPG ne veut pas se lancer dans ce type d'équipement. Ça me semble une drôle d'explication, parce que vis-à-vis de la responsabilité des élus, on a quand même des mesures à prendre pour protéger nos concitoyens. Donc c'est un plan qui avance sur certains aspects, mais qui recule sur d'autres. Moi je le trouve en tout cas moins protecteur que ce qui était prévu par l'étude de 2003. La commune a fait des réserves foncières en 2003, ou à partir de 2003, notamment en dessous de la rue de la Combe de l'Eau, pour justement réaliser ces bassins. Au moment de transfert de compétences, les sujets de réalisation des bassins n'ont plus été des sujets portés par notamment l'agglomération. Et je vous rejoins sur cet élément-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de préserver des risques des populations existantes, mais il s'agira aussi de construire des équipements en aval qui permettent d'éviter, ou qui permettent surtout de stocker la vague en fait, qui pourrait arriver. Là, le foncier, il est disponible. Maintenant, c'est des discussions qu'on doit engager avec l'agglomération pour pouvoir porter financièrement ces bassins écréteurs. Madame Bouffi. Alors moi, je suis très sensible au sujet puisque j'habite au bord de la rivière. En plus, je dirais qu'il ne faut pas se dispenser d'un entretien des berges, parce qu'actuellement, je peux vous dire que ce week-end, on a constaté avec mon mari des arbres en travers au niveau du pont qui est vers Forestland. Donc si on commence déjà, je sais que c'est du ressort de la CAPG, mais je pense que nous, on a intérêt à être réactifs, parce que des arbres qui se mettent en travers, c'est des risques d'inondation qui augmentent. Voilà, donc je pense qu'en plus des aménagements, un entretien régulier, une visite régulière, une inspection régulière des berges et des cours d'eau ne sont pas inutiles.
Merci. Monsieur Guibert. Madame Bourfier, vous avez accepté votre micro. C'est bon. Monsieur Guibert. Oui, je voulais rajouter que moi, suite à la dernière commission, j'avais demandé d'avoir des éléments supplémentaires par rapport au jardin public, qui est une zone humide, en fait. Et je suis assez étonné que ça soit en vert, en fait, dans la cartographie. Ou alors, peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est. Mais bon, ce qu'on constate, c'est que le parking Voltaire qui est à côté est inondé jusqu'au mois 3 aujourd'hui. Il a déjà été inondé, je crois, 2 ou 3 fois dans le passé. L'ascenseur aujourd'hui est condamné. Donc c'est vraiment une zone humide, ce jardin public. Et voilà, donc je questionne un petit peu cette zone. Voilà, j'ai ouvert cette problématique. Pour le moment, je n'ai pas eu de réponse, mais j'espère en avoir au fur et à mesure, notamment au cours de l'enquête publique. Je dis simplement qu'une zone humide n'est pas forcément une zone inondable. Une zone humide, elle a un fonctionnement pour la biodiversité, etc. Donc il y en a une qui est dans le parc, mais côté parc où il n'y a pas les jeux pour enfants aujourd'hui. Et par contre, il y a une zone inondable qui est à la place du Central Park actuel, pour lequel il y a des contraintes, parce que je crois, je dis ça de mémoire, elle est en zone bleue. C'est vrai que s'il y a des constructions qui se font à cet endroit, elles devront s'adapter. Mais c'est tout le travail, et ça me permet de répondre à ce qu'on dit M. Piron, parce que là vous ciblez évidemment l'écoquartier de la gare. C'est tout le travail qu'on mène aujourd'hui pour réduire le nombre de stationnements et réduire la taille du parking, retravailler sur l'implantation des bâtiments pour prendre en compte ces problématiques-là. Et c'est tous les sujets de concertation qu'on a mis en place déjà depuis maintenant 2 ou 3 ans et qui malheureusement n'aboutissent pas. Très bien. Donc, sur Serge. C'est juste un petit rappel, une petite précision. Il me semble qu'on l'avait évoqué en commission quand on en a parlé du PPRI, pour revenir sur ce que évoquait Bertrand Augustin concernant le côté peut-être un peu restrictif du PPRI par rapport à l'étude de 2003 à laquelle vous faisiez référence. Et c'est vrai qu'un certain nombre de sujets par exemple les nappes, et c'était une décision préfectorale de ne vouloir véritablement qu'appréhender que l'aléa du cours d'eau et de ses affluents. Donc ça peut aussi expliquer qu'il y a un côté un peu restrictif par rapport à l'ensemble du champ des possibles des risques d'inondation. Mais à la base, le PPRI s'était focalisé, et c'était la décision de la préfecture, que sur le seul aléa des cours d'eau et de ses affluents. Merci pour ces compléments. Bertrand Augustin. Est-ce que si on est tous d'accord, on peut formuler un peu concernant ce PPRI, que soit envisagée la réalisation d'ouvrages de protection pour la ville de Divan-les-Bains? On peut essayer de mettre un avis favorable et noter on met une réponse. Je comprends que tout le monde est d'accord. Oui, mais on demande à ce que puisse être apporté des précisions sur la réalisation des bassins agriculteurs. Oui, c'était ça. Comment ça s'appelle, mais ça apporte des interventions agriculteurs. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc on l'ajoute et puis on fait un avis favorable. Merci. Donc on passe au vote. Donc qui s'abstient? Parfait. On a validé. Il y a même temps de voter. Ce point est relatif à un point qu'on a déjà abordé lors du conseil municipal dernier en décembre sur la possibilité pour la ville de Divonne de participer à un groupement de commandes géré par les CEA pour l'installation, pour l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. La délibération d'aujourd'hui est spécifique au fait que dans le cadre de déploiement, d'un plan de déploiement des bornes électriques, il y a une demande de plus en plus grande pour des bornes semi-rapides ou rapides, c'est-à-dire qui rechargent les véhicules de façon très rapide et dans le temps. Et donc, avec cette délibération, le ICEA a la possibilité de nous faire bénéficier d'un mécanisme, les mécanismes du fonds de concours, qui permettrait à cet organisme de payer jusqu'à 75%
du coût de l'installation de la première borne semi-rapide que la ville choisira. Donc, pour l'instant, ce plan au niveau communal n'est pas totalement défini et on n'est pas dans la position d'acheter une borne sous peu. En revanche, par un avis favorable aujourd'hui, on se laissera la possibilité d'avoir cette première borne subventionnée de façon importante. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Pas de remarques. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Donc, le point est validé. Le point 13, il s'agit des décisions que j'ai prises en vertu de ma délégation. On a reçu plein de décisions, enfin plein de questions de M. Guibert. D'ailleurs, je vous signale, M. Guibert, vous aviez envoyé vos questions à la mauvaise adresse. Donc, regardez la bonne adresse. Donc, il y a la décision 535. Il s'agit... je vous refais simplement rapport, il s'agit d'un virement entre chapitres. La 536, le montant mensuel est de 100 €. La 544, il s'agit d'un contrat de gaz pour un appartement. La 549, il s'agit en fait d'une convention d'occupation des locaux qui est faite à titre gratuit pour une association qui avait une compétition. La 550, il s'agit c'est à titre gratuit parce que l'association avec laquelle nous avons un partenariat peut occuper une salle une fois par mois. La 553, il s'agit de l'Assemblée Générale d'une association qui peut occuper les locaux à titre gracieux. La 555, il n'y a pas de redevance. Il s'agit simplement d'un droit de passage sur un terrain. La 560 012, je crois que c'est des conventions qui sont à disposition d'associations et qui se font à titre gracieux. La 543, le document vous a été envoyé en pièce jointe, comme pour la 554, 553, me semble-t-il. La 568, vous demandez combien de convives ont été invités au repas du personnel communal. Il y a eu 140 personnes qui ont été invitées, enfin qui étaient présentes. 575, l'allocation d'un véhicule. Donc en fait, on est en train de passer un marché pour ne plus prendre ce type de décision. Donc le marché est en cours de réalisation, il va nous permettre de ne plus louer des véhicules pour nos cadres et nos agents de la collectivité, mais soit d'en acheter, soit d'en louer, ça dépendra du marché. Et enfin, la 580, je l'ai évoqué tout à l'heure, la décision est annulée, elle fera l'objet d'une délibération. Je crois que sur les décisions, c'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on avait. Oui, mais vous en aviez? Non, vous n'en avez pas, sur la décision. Ah, la décision 028, c'est ça, hein, sur les études. C'est ça, hein, je me trompe pas. Non? Alors, il y avait deux sujets. Il y avait deux études. Il y avait sur la 028, qui est des études pour l'étude de faisabilité, pour la création d'un lien entre la rue Badami, le sentier de la Chadrerie et la rue Jean de Gingin. Donc en fait, c'est pour créer... C'est pour créer l'ambiance. C'est pour créer un cheminement piéton qui permet de passer derrière le verger communal et de rejoindre la rue Jean de Gingin à l'angle chemin de retrait de rue Jean de Gingin et de pouvoir créer un maillage doux qui permettra ensuite de raccorder le chemin de la roue et de créer une boucle piétonne qui sera aussi un élément important dans le cadre des différents parcours de balade qui peuvent être faits à Divonne. Et puis il y avait une deuxième étude qui concernait la création d'un aménagement de sécurisation des piétons et des cycles rue d'Arbert et qui visait à accompagner le plan de mobilité, notamment une des actions qui était le travail sur la rue d'Arbert. Voilà. C'est ça, pour cette partie-là. Parce que c'est nous. Allez-y. Joyeux anniversaire.
Concernant le projet, en tout cas, celui de parler de la route de Jean de Gingin, on en a discuté hier soir et on s'est posé la question de la pertinence de cette étude. D'une part, parce qu'il s'agissait de faire a priori un itinéraire simple, parce qu'il existait, c'était un chemin rural qui devait être connecté sur le bord de la rue Jean de Gingin pour aller vers la rue Bellamy. On se rend compte finalement qu'il faut une étude parce que c'est plus compliqué que ça, le chemin il n'est pas tout à fait à sa place, il faudrait probablement couper des arbres pour le mettre sur le domaine communal plutôt que chez un particulier. Et au final on se pose la question de savoir si ce ne serait pas préférable de renforcer les équipements de trottoir le long de la rue Jean de Gingin qui desservirait en tout cas le trottoir qui desservirait toutes les résidences, enfin les habitations qui sont le long de cette rue. On a discuté, je pense que collégialement, je voulais que Nathalie puisse prendre la parole, mais collégialement, on a dit que c'était peut-être une étude à affiner pour voir si elle devait terminer jusqu'au bout ou pas. Sur la... Non, de conforter les aménagements existants. En fait, il y a une partie de trottoir qui existe. On aura un petit bout à créer entre le prolongement du trottoir existant. Pardon ? Non, après recréer. Et un bout de chemin à créer entre Recrédo et Bellamy. Avec une construction qui va se faire qui va le ruisseau. C'est technique, hein. Non, mais je sais, mais ce que je vous propose, c'est peut-être pas, on prend note du point, je crois que ça a été déjà débattu hier en commission, je pense qu'il faut que le débat se poursuive en commission. Voilà. Si je peux me permettre, c'est un peu dommage des décisions prises comme ça, alors que on l'a pas vu en commission, que le débat en commission est plutôt apaisé et intéressant parce que ça permet d'avancer. C'est-à-dire que cette étude qui est passée en délégation, elle aurait pu peut-être être discutée avant. Donc on essaie d'apporter nos éléments en commission et puis tout le monde, hein, toute liste confondue, et ça débouche quand même souvent sur des choses intéressantes. A l'inverse, sur la rue d'Arvert, on a conclu qu'il fallait absolument cette étude pour avoir un équipement de qualité et qui permette aussi aux piétons de circuler de façon plus fluide sur une voie qui est relativement large, qui est fréquentée, fermée, qui mériterait des équipements supplémentaires. C'est ça, Nathalie. Juste simplement sur ce chemin, je pense qu'on en parle depuis 3 ans. Peut-être pas en commission, mais en tout cas moi j'en parle depuis 3 ans avec les élus en charge de ce sujet, et qu'à un moment il faut qu'on voit si c'est possible ou pas, parce qu'en fait on lie le développement des mobilités douces sur ce secteur-là par l'aménagement de cette partie du chemin de la Chadrerie. Alors ça portera peut-être pas son nom, mais donc aujourd'hui soit c'est faisable, soit c'est pas faisable. En tout cas techniquement les équipes de la ville, si j'ai bien compris, avaient besoin d'être accompagnées par ce bureau d'études pour faire cette faisabilité, on va dire. Et puis ensuite, il y a une discussion qui se fait en commission sur le développement ou pas de ce projet. Mais aujourd'hui, on sait que sur la partie rue Jean de Gingin, il y a une partie qui n'est pas desservie par des trottoirs aujourd'hui, qu'il peut y avoir un itinéraire de balade complémentaire, qui a plus une vocation touristique, entre guillemets, que de desserte des zones résidentielles qui sont situées dans la rue Jean de Gingin et qui ne sont pas aujourd'hui desservies ou sécurisées en termes de mobilité. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y avait Tiviane, Serge et Daniel qui avaient regardé, qui était possible de faire à cet endroit. C'est simplement ça. Le débat doit se faire en commission et puis on a pris le point que vous avez. Vous avez une question sur les études piscines. Donc, comme je l'ai indiqué, on souhaite relancer le travail pour être accompagné sur le projet de rénovation du centre aquatique. L'étude AMO, elle est composée de 2 phases, une étude de faisabilité et l'élaboration du pré-programme. Évidemment, ce n'est pas redondant avec le projet qui a été arrêté, parce que le projet qui a été arrêté, il prévoyait une nouvelle piscine et un nouvel établissement thermal et de l'hôtellerie à cet endroit. C'est un programme beaucoup. Le contenu d'une partie des études qui ont été réalisées jusqu'à l'arrêt du projet servira de bibliographie, de données, en tout cas à la personne qui va nous accompagner, à l'AMO.
Aujourd'hui, il s'agira de se déterminer sur un programme pour la rénovation du centre aqualudique, du centre nautique actuel, dans le périmètre du centre nautique actuel. Voilà, pour ce point-là. C'est un avis personnel, je trouve ça quand même assez fort. Dans la dernière année d'une mandature où la piscine aurait dû être une priorité parce que c'est une attente forte des Divonnais, de lancer une étude qui ne passe pas d'ailleurs en délibération, etc. On n'a pas parlé de ce projet, on n'en parle pas, dans lequel effectivement il y a des études de faisabilité, des scénarios qui vont sortir à la fin, des choses on va présenter à l'automne des projets pour faire rêver les Divonnais sur la piscine, alors que jusque-là, ces 50 000 €, ils auraient d'ailleurs pu être utilisés pour avoir une piscine à peu près dignement en termes de sanitaire et même de qualité de l'eau. Que pendant toute la durée de cette mandature, vous avez fait du ripollinage sur la piscine et on se retrouve en fin de mandature à faire rêver les gens avec des projets, calendaires, etc. Et ça aurait été super en première année, ça aurait été super de pouvoir mener ce projet jusqu'au bout. C'est quoi l'idée de mettre 50 000 € pour faire un projet que vous ne mènerez pas jusqu'au bout? C'est simplement que je pense que qu'on soit à notre place ou que d'autres prennent notre place, le sujet de la rénovation du centre nautique, il sera d'actualité. Mais il était d'actualité la première année. Oui, mais il était d'actualité la première année, mais on a fait d'autres choses. Et quand on parle de ripolliné... Sur la piscine, vous avez fait de l'entretien de niveau pour la... Combien on a mis de budget, monsieur Augustin? 300 000 €. Non, sur l'ensemble. On a mis combien? On a mis combien? Vous avez mis 600 000 €. Ben, je crois pas. Je crois qu'on est plus près d'1,5 million, voire des 2 millions d'euros, que des 600 000 €. Mais on pourra faire le détail. Vous pouvez dire qu'on a ripolliné et qu'on n'a rien fait. Je crois qu'on a mis de l'argent sur la piscine. Alors oui, c'est pas satisfaisant. Oui, la piscine est ancienne. Oui, on aurait pu faire beaucoup plus. Mais lancer le projet, qu'est-ce qu'on aurait réalisé dans le projet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aurait concrètement réalisé dans le projet? Une piscine couverte, par exemple. Vous êtes persuadé qu'en lançant le projet, après avoir arrêté l'autre, dans une période Covid, dans une période où on avait une instabilité sur le montant de nos énergies, vous pensez qu'on aurait concrètement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui les Divonnais seraient au bénéfice d'une piscine couverte? Ah oui. Moi je ne le crois pas. Ah bon? Non, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que pour porter des projets, il faut minima entre 4 et 5 ans. Donc on aurait pu faire le choix de dire, mais on ne fait rien. Un projet comme celui du centre aqualudique sur lequel on a travaillé 4-5 ans, oui, c'est compliqué. Un projet de rénovation d'une piscine, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et Bertrand Augustin, vous vivez dans quel monde? Non, mais parce que. Par exemple, le projet. Moi, je ne le suis pas dans mon Instagram. Mais c'est bien de résumer ma vie à Instagram. Mais en fait, je peux vous dire que je passe beaucoup de temps dans Divonne, le week-end, en semaine, le soir, sans que je sois sur Instagram. C'est fou, hein? Je fais plein de choses que vous ne voyez pas. Mais si vous voulez résumer ma vie sur Instagram, et si ça vous fait plaisir, moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est très réducteur vis-à-vis de la fonction d'élu et du travail qui est fait par les élus, notamment les maires. Prenons l'exemple de l'école. L'école, on a décidé, à partir du moment où on a eu l'incident sur le toit qui est tombé, de lancer le projet de rénovation de l'école. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 mois que le projet a été acté, que le projet il apparaît dans nos budgets. Et aujourd'hui, on en est à une phase où on va déposer le permis de construire maintenant pour pouvoir lancer le projet en septembre ou aux rentrées de vacances de la Toussaint. 2 ans, avec 2 ans de travaux. C'est 4 ans. Et c'est pas parce que les élus ont mégoté, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de choix, c'est simplement qu'il y a des phases administratives qui aujourd'hui font que pour des projets d'un montant de 3, 4, 5 millions d'euros, ce qui est le cas pour le projet de la rénovation de l'école élémentaire, ça prend en moyenne 4 à 5 ans. Donc moi, très bien, mais je souhaite que les Divonnais soient au bénéfice d'une équipe municipale la prochaine fois, qui puisse en une année leur offrir une piscine municipale couverte, et puis qu'ils soient au bénéfice d'une rénovation de la piscine municipale. Mais j'espère que vous le promettrez dans votre future campagne électorale et que vous serez élu là-dessus. Parce que c'est tout ce que je souhaite à cette ville. C'est qu'en fait, cette ville, elle a besoin d'avoir des équipements qui soient rénovés. Et si vous êtes capable de faire à la fois les écoles, à la fois la piscine, à la fois les thermes, tout ça en une année, vous êtes brillant. Voilà. On remercie bien la fibre en 2020. Ah ben oui.
Oui, c'est vrai. Monsieur J'ai Campois. aussi élu pour ça. Oui, mais après, vous savez, on arrive à une période où les gens vont être comptables. Donc, ils vont être comptables de l'action de l'équipe d'Yvonne-les-Bains naturellement. Et ça sera eux qui feront leur choix. Ça sera eux qui font leur choix. Vous l'aviez dit, c'était vous. Oui, je sais bien, je me souviens. Vous aviez fait des promesses, par exemple, sur Cartier-Lagarde, et là encore, vous allez dire, c'est pas de ma faute, c'est les retours. C'est une réalité. Non. Monsieur Augustin. Est-ce que vous avez négocié avec la chaîne? Ah ben, moins de 200 places de parking, c'est négocié avec la chaîne. Des suppressions de logements, c'est négocié avec la chaîne. Plus de végétalisation, c'est proposé sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat? La chaîne continue à faire recours. Voilà, c'est ça la réalité. Donc on peut me dire, le maire n'a pas négocié, mais vous êtes dans une position où c'est très simple pour vous. Mais tellement simple pour nous. Mais oui. On fait des propositions toute la journée. Ah ben oui, toute la journée. Ben, vous devriez peut-être les faire sur Instagram, parce que je ne les vois pas, vos propositions, monsieur Augustin. Monsieur Scatolin, faites rigoler tout le monde, c'est rigolo, parce que vous Oui, avez c'est la rigolo. cour avec vous. Oui, bien sûr. Venez en commission, venez. Hier soir, est-ce qu'on a fait des propositions? Oui, je crois. On est dans une année Mais constructive. vous nous faites... En fait, Est-ce que quand dans on vous renvoie l'image de ce que vous renvoyez aux gens vis-à-vis de nous, en disant mais ils sont incompétents, ou en tout cas ils ne sont pas capables de porter des projets. Ils ne sont pas capables de porter des projets. C'est ce que vous venez de dire sur la question de la piscine. En fait, je me mets à votre niveau. Oui, on peut avoir un débat constructif, et on l'a eu, Bertrand Augustin. Quand il s'est agi de travailler sur le PLU intercommunal, je pense qu'on a su trouver tous les deux, alors que nous n'étions pas dans la même majorité, que nous étions dans la même configuration, trouver des solutions pour préserver Yvonne. Donc oui, on peut discuter, mais arrêtons ici, dans cette assemblée, de faire une sorte de théâtre, parce que la réalité de ce que voient les gens n'est pas la réalité de ce qui se passe en commission, et on le sait très bien. On ne fait pas une sorte de théâtre dans le sens que... Ben si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Laissez-moi finir mon propos. Cette étude sur la piscine, c'est pas une étude qui vise à réaliser un établissement dans la mandature. Si vous aviez voulu le faire, si ça avait été une priorité pour vous, là encore on revient à l'histoire du budget, à l'histoire de priorité, ça aurait été une étude menée en début de mandature pour réaliser un projet. Et honnêtement, ça aurait pu être un projet phasé comme on peut le faire sur certaines réalisations, et faire une piscine couverte, je vous assure que ça ne prend pas 5 ans. Très bien. Deuxième chose, la piscine, on vous en a parlé, on est allé ensemble avec d'ailleurs les services techniques sur la piscine parce qu'il y avait des dysfonctionnements graves et il y a un certain nombre de choses qui ont été prises en charge par les agents de la collectivité. C'est pas un sujet qu'on sort du chapeau comme ça et c'est pas un sujet sur lequel on ne fait pas de propositions sur Instagram, on fait des propositions en commission, on fait des propositions en conseil municipal, c'est ça le rôle des livres. Et c'est ce qui est fait. Non, oui, c'est ce qui est fait avec l'écoute. Je suis désolé. Aujourd'hui, quand on met 1,5 million sur la piscine, il y a quand même des propositions que vous avez faites qui ont été écoutées, Bertrand Augustin. Aujourd'hui, le théâtre, c'est de sortir des projets comme ça en fin de mandature pour faire rêver les Divonnais ou pour faire rêver les brèches. Pour Là faire encore, rêver les Divonnais de quoi? de scénarios concernant la piscine. Ouais. Dernier point dont vous ne parlez pas sciemment, c'est les termes. Oui. Les termes, je ne crois pas que ce soit la chef qui vous bloque sur les termes. Ah mais les termes, mais on peut en parler des termes. J'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un sujet, parce qu'on a fait le choix de conserver les cures médicalisées, donc c'est-à-dire les termes conventionnés. Aujourd'hui, notre sujet économique du projet, il porte là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler avec Véronique, mais je crois qu'elle vous en parlera la semaine prochaine en commission, sur un partenariat d'exclusivité qui nous permettra, pendant quelques mois, d'avoir un seul interlocuteur pour pouvoir espérer avoir un projet à la dimension de ce qu'on souhaite pour Divonne, avec les 3 objectifs qu'on affirme depuis le début: maintien des cures thermales conventionnées, avec la rhumatologie et les maladies psychosomatiques, créer à côté de cet équipement de santé un pôle médical qui permet de renforcer la présence de praticiens et de professionnels de santé sur la commune, et le 3e volet, c'est développer un spa thermal de qualité. C'est les mêmes objectifs qu'on annonce depuis qu'on a lancé la DSP. La DSP a été infructueuse, on essaie de trouver aujourd'hui un moyen pour trouver une solution qui ne soit pas financièrement portée majoritairement ou à 100% par la ville, et c'est tout l'enjeu de la proposition d'exclusivité qu'on est en train de regarder. C'est tout. Donc les termes, on y travaille, mais aujourd'hui dans le budget, ça n'apparaît pas parce qu'on n'investit pas cette année. On n'investit pas. Et on mettra du budget quand il s'agira pour la ville d'investir. Mais je peux vous dire qu'on est plusieurs autour de cette table à passer beaucoup de temps dans des congrès, dans des salons, auprès d'investisseurs pour faire en sorte que les thermes réouvrent et que l'établissement thermal futur
soit une destination dans la destination touristique de Divonne-les-Bains. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est là qu'on ne vit pas dans le même monde. Ah oui. Parce que vous êtes en train de nous expliquer les efforts que vous déployez, que j'entends, et puis sans doute, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez concrètement, parce que c'est quand même un sacré caillou dans la chaussure, les termes. Mais c'est une situation dans laquelle vous êtes mis, Ah ben oui. avec des choix que vous avez faits, et Bien sûr. qui n'étaient pas dans votre programme, qui n'étaient pas votre engagement vis-à-vis des Divonais. Nous, on a considéré à ce moment-là, et on va pas le passer parce que vous avez pris des choix qui n'étaient pas les nôtres, que maintenir les termes ouverts, ça faisait partie de l'ADN de Divonne. Et que c'était en plus un raisonnement économique pertinent parce que trouver des repreneurs pour une activité, des repreneurs, des investisseurs pour une activité qui existe, c'est quand même plus simple que pour une activité virtuelle qui a disparu depuis plusieurs années, avec un bâtiment qui se dégrade. Donc la réalité, c'est que on ne vit pas dans le même monde parce que vous êtes en train d'expliquer que vous faites des merveilles sur le sujet des termes, que vous travaillez, etc. C'est une situation dans laquelle vous avez mis la commune. Oui. Et c'est en ça que je dis que vous êtes incompétent et mauvais. Allez, en fait, jusque-là, on avait un discours pour toi, mais voilà. Allez. Alors, on va peut-être avancer. Je ne suis pas là pour être respectueux, je suis là pour dire que l'équipe municipale est incompétente. C'est la réalité de ce qu'on constate sur le sujet des termes. Mais monsieur... Non, le ripollinage c'est un terme de Vincent Scatolin. Non mais, monsieur Augustin, monsieur Augustin. Non, monsieur Augustin. Le ripollinage, il a été fait par l'équipe. Le ripollinage a été fait par l'équipe municipale. Ce soir, voilà, l'exemple du théâtre. On a un différent politique qui est concret. Vous n'auriez pas fermé les termes. J'ai décidé, j'ai proposé à ma majorité de fermer les termes. Ça a été voté par le conseil municipal. Je ne veux pas expliquer pourquoi j'ai fermé. On n'a pas la même vision politique. Mais que de là. Et ce soir, j'étais pas en train de me gargariser en disant c'est super, on a trouvé des solutions, c'est génial. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'étais très factuel. Et le courage politique a été de prendre une décision qui n'est pas celle que vous auriez prise, mais en tout cas c'est celle que nous avons prise, en travaillant à trouver de nouveaux investisseurs, de nouveaux gestionnaires d'établissements thermales, et aujourd'hui on œuvre à ça. Mais de là à traiter l'ensemble de l'équipe majoritaire d'incompétents, je trouve quand même que c'est un peu déplacé, abusé. Que vous trouviez que le maire il est incompétent, je peux à la limite l'entendre. Mais de là à ce que vous trouvez que l'ensemble de l'équipe soit incompétent, alors que c'est des élus qui sont mobilisés comme vous l'êtes, présents dans les commissions, avec lesquels vous travaillez, parce que vous l'avez dit tout à l'heure en commission et notamment en commission travaux. Mais comment vous voulez, une fois que vous les avez traités d'incompétents, que les choses continuent à bien se passer? Enfin moi je veux bien, mais je ne suis pas victime, je suis victime de rien, j'assume les choix qui sont faits et j'assumerai de les défendre quand il faudra les défendre. Point. Mon objectif aujourd'hui, c'est simplement, sur les termes, vous m'avez interrogé, je vous ai dit on n'a rien inscrit au budget, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'investissement, voilà ce qu'on est en train de développer comme stratégie pour retrouver un porteur de projet, ça vous sera partagé plus dans le détail dans la commission tourisme, voilà, point, c'est tout. J'ai pas compris. Non. Mais on a des... En fait, on a des... On n'a pas de micro, là, ça sert à rien, mais le budget, c'est la matérialisation du... Le budget DOB. Et on ne va pas refaire le débat du DOB. Vous aurez l'occasion... Mais bien sûr que si, vous avez donné vos positions. Il y a eu 2 interventions et pas de réponse. Mais vous voulez que je réponde quoi? Si c'est pas du cinéma, ça, si c'est pas du théâtre. Bertrand, vous voulez que je réponde quoi à un projet politique qui est inverse de celui que je porte? Vous voulez que je réponde quoi? Quand on me... Non mais monsieur... Vincent Scatolin, si j'étais intervenu, ça aurait été sans doute beaucoup plus politique. J'ai trouvé que c'était très technique, mais non, je suis désolé. Quand vous développez un projet sur les serres, vous exprimez que si c'était vous, vous fermeriez les serres. Ça, c'est un choix politique que je ne partage pas. Bah si. Il a posé la question de la gestion des serres. Il a posé la question. Alors ok. Il a posé la question, nous on la pose pas. C'est déjà un sujet politique différent. C'est la question des missions de la commune. Mais oui, mais il réinterroge. Vous avez pas réinterrogé. Vous avez fermé les termes, c'est quand même plus grave que les serres, non? Mais il y a un moment où il faut remettre les choses quand même. Mais Bertrand Gustin, oui, fermer les termes, c'est grave. Oui, c'est grave. Mais on assume ce choix-là. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour redonner à cet établissement. Mais oui, mais en fait, c'est pas le vôtre. En fait, c'est ça, tu sais, c'est pas votre choix, c'est le nôtre.
Mais de là à ce... Il faut pas qu'on soit interpellé. Oui, mais de là... Je pense... Eric, est-ce que simplement se faire traiter d'incompétent, c'est complètement inadmissible. Voilà. Inadmissible. Oui, c'est tout. On va continuer parce qu'il y a encore des points. Et la compétence malgré tout. Non mais Bertrand, n'essayez pas de changer votre vocable. Vous avez traité la majorité d'incompétente. Point. Voilà. On passe au sujet suivant parce que je crois que le ton est quand même pas très agréable vis-à-vis de nous et j'aimerais qu'on arrive au terme de ce conseil et qu'on n'ait pas à ne pas le terminer. Voilà. Mais c'est assez régulier, c'est pas la première fois. Ensuite, sur les travaux du nautique, vous nous avez interrogé sur le budget détaillé. Comme je l'ai évoqué en démarrage de ce conseil, on aura l'occasion de revenir sur ce conseil, sur le prochain conseil, dans le prochain conseil municipal sur le nautique. Sur le bilan de la Grande Rue, un an après les travaux, donc pour nous, on estime que les travaux sont plutôt réussis, que les commerçants et les riverains nous donnent plutôt un retour positif des travaux de la Grande Rue, et que du coup les travaux et le choix qui a été fait de supprimer les trottoirs d'aménager permet d'améliorer les animations. On peut prendre aussi comme critère la CIA, qui est un des sujets, qui est un sujet d'évaluation, où on a vu que la période des travaux a peut-être pas été si compliquée pour l'ensemble des commerçants que celle que l'on avait imaginée, parce qu'on a consommé la moitié du budget qui avait été alloué dans le cadre de nos prévisions budgétaires 2024. Voilà. C'est tout. Allez, avec quoi? Le lac. Le groupe s'est pas réuni depuis une année. Dans le même temps, vous annoncez que vous n'êtes pas satisfait de son entretien. Le plan d'action. Ah oui. Sur le plan d'action, nous avons rencontré l'entreprise que la ville avait mandatée pour lui signifier que nous n'étions pas satisfaits. Donc ils vont doubler leur passage sur l'année 2025 et assurer les prestations qu'ils n'ont pas assurées en 2024 sur l'année 2025. On sera vigilant, les services seront vigilants à ce que l'entretien se déroule comme cela a été arrêté dans le cadre des différentes réunions qu'on a eues. Ensuite, il y avait des questions de Divonne pour vous. Depuis un... question encore sur le copil quand même, qui s'est pas remis depuis un an. Ben, je poserai la question à Kevin Rofas pour savoir pourquoi il n'y aurait ni plus de copil. Tout simplement. Sans polémique, le lac, ça fait quand même 3 ans qu'on en parle. Oui. Ça fait 3 ans. Et à la fin, on se dit toujours, le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes collectives. Je suis opposition d'ailleurs, moi j'ai compris pendant vos vœux que vous n'étiez pas compétent. Mais c'est ce que j'ai pas compris, et la question c'est ce que vous alliez faire. Alors, rencontrer l'entreprise, oui, mais il y a des pénalités financières. Comment ça se passe concrètement? Comment on va les inciter? Parce que ça fait 3 ans qu'ils Non, ça fait pas 3 ans qu'ils font pas ce qu'on veut. L'année dernière, ils ont rencontré un problème technique. Et aujourd'hui, ils doublent leurs prestations pour améliorer l'entretien du lac et leur nombre de journées de présence sur le lac, sans que cela ait une incidence financière sur le montant du contrat qu'on a avec eux. Tout simplement. Et il y aura un sujet qui sera fait. Ah oui, je suis persuadé de rien. Voilà. Divonne pour vous. Donc depuis la rentrée, de nombreux parents m'ont fait remarquer que de nombreux volets restent fermés à l'école primaire du centre. Quand ce problème sera-t-il solutionné? C'est des volets qui sont classés. Le nécessaire a été fait par les services techniques pour qu'ils soient remplacés rapidement. La CIA, merci de nous envoyer les comptes rendus écrits des 2 réunions ayant eu lieu sur le sujet les 14 et 28 novembre dernier. En fait, c'est la délibération qui prend acte des CIA accordés, qui fait office de compte rendu des réunions sur le sujet. Sur le contrat de M. Lullier, il arrive à son terme le 31 août 2025. C'est à ce moment-là que l'on pourra voir si son contrat, en tout cas si les actions qu'il a engagées correspondent à nos attentes et ce que l'on fait avec M. Lullier. La nouvelle chaussée sur la Grande Rue. Oui, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui, tiens, on va proposer à M. Lullier. C'est très personnel. Déjà, moi, je trouve particulier qu'on pose la question ici, en conseil municipal, très nominative, du remplissage des missions d'un agent que la collectivité emploie. Qu'on pose la question en commission, parce qu'il y a quand même une forme de confidentialité au sein de la commission, ça me paraîtrait à la limite un peu acceptable. À la limite acceptable. Non, et donc ma réponse,
Elle était à la hauteur de la question. Voilà. On aura un bilan de son action. Mais le bilan, attends, je donne juste la parole après. Le bilan de son action, je peux déjà vous le faire. En fait, il a accompagné la création de 20 commerces en centre-ville. Et du coup, on a un solde positif sur les commerces. Il fait une veille sur le foncier, il accompagne les porteurs de projets. Je pourrais vous détailler ça. Et c'est grâce à la présence d'un manager de centre-ville qu'on arrive à avoir une approche très fine des locaux commerciaux, des porteurs de projets, du lien avec IBPG, du lien avec la CCI, du lien avec les banques, pour faire en sorte que des projets atterrissent à Divonne. C'est aussi simple que ça. Donc, mon bilan, il est très positif sur le travail du manager de centre-ville. Et je pense qu'il a un rôle très très utile, en complément du rôle politique, sur l'accompagnement du développement économique de la ville. Voilà, tout simplement. Eric, tu voulais compléter? Eh bien, c'est parfait. Donc, la toute nouvelle chaussée sur la Grande Rue s'apprête par endroits. Cela sera-t-il solutionné sans coût supplémentaire pour la collectivité? Il s'agit de reprise de petits affaissements au niveau des boucles à clés, pour être très précis, et qui vont être pris en charge par l'entreprise qui a réalisé ces travaux sans coût supplémentaire pour la collectivité. Quelles actions concrètes sont actuellement menées pour remplacer le supermarché Casino qui a fermé il y a peu? Des échanges réguliers ont lieu avec les propriétaires des lieux, une rencontre avec un possible repreneur. Donc, des échanges ont lieu. Un repreneur est vu la semaine prochaine. Et je pense que, comme je l'ai indiqué au vœu, on devrait être en mesure d'annoncer une reprise de ce lieu pour la fin du mois de février de cette année. Et ensuite, le parking Voltaire est à nouveau inondé au niveau -3. L'ascenseur peut descendre à l'arrêt. Quelle solution pour l'avenir? On n'arrive pas à régler ce problème d'infiltration sur le niveau -3 sans réaliser des travaux importants. J'ai décidé de condamner le niveau -3. La police municipale est en train d'évacuer des véhicules ventouses et nous allons travailler techniquement à trouver une solution pour ce parking, pour le 3e niveau de ce parking. Voilà. Que de problème ce sera. Ah, c'est terrible. Voilà. On va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Augustin. On va demander à M. Pousse de lever son stylo une seconde parce que j'ai compris qu'on faisait partie de l'office de tourisme de Divonne de l'Hecto, où des commerçants de la volonté en particulier sont quand même pas tout à fait ce que vous indiquez. Vous croyez que vous voulez pas évoquer le cas de M. Villiers, vous croyez que je vais dire qu'il y a des cas de commerçants? Donc, Eric, j'ai pas évoqué le cas de M. Villiers. On peut évoquer la politique d'animation de centre, enfin du rôle qui est occupé par cette personne, c'est pas le sujet. Et c'est pas la question de. Je ne suis pas en train de dire c'est tel ou tel. Il y a globalement des commerçants, et de façon représentative, qui ont un problème de dynamique commerciale dans le centre-ville. On peut dire tout va bien et c'est fabuleux et on a fait 20 ouvertures de commerce, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un turnover, une rotation des commerces qui est importante. Donc on n'est pas là pour dire c'est tout mal, on est là pour dire qu'il ne faut peut-être pas trop se taper sur la montagne en pensant que tout va bien dans son pays. On se tape pas le ventre, c'est ça qui est dingue. C'est que vous avez l'impression qu'on se tape le ventre parce qu'on a ouvert 20 commerces, enfin en tout cas le solde est plutôt positif. Mais en fait, philosophiquement chez nous, un axe fort de dire il faut qu'on accompagne le commerce de centre-ville, qu'on accompagne la dynamique commerçante en centre-ville, et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place. Avec des travaux, avec un accompagnement personnalisé, parce que c'est un choix aussi d'avoir un manager de centre-ville, avec l'augmentation de l'offre commerciale, avec le quartier de la Gare qui malheureusement ne lance pas, mais c'était aussi un des sujets, avec le label préférence commerce, avec l'accompagnement des commerçants à de la formation pour être plus présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que entre les deux études de consommation qui ont été faites à l'échelle du Grand Genève, il y a plus de... le nombre d'achats faits par Internet a été multiplié par 3. Et évidemment, ça a un impact sur les commerces de centre-ville. Et ça a un impact sur les commerces de centre-ville, pas forcément sur les sujets alimentaires, parce qu'aujourd'hui ça se sort plutôt bien, mais sur tout le reste. Sur tout le reste. Et donc c'est là où on a un enjeu, en tant que collectivité, pour accompagner les commerces de centre-ville. Mais c'est notre ADN, c'est-à-dire que c'est notre ADN, en tout cas c'est notre volonté politique d'accompagner les commerces de centre-ville.
On s'oppose au développement de la zone d'activité, je crois que là-dessus on se rejoint. On essaye de densifier le nombre d'événements au cœur de ville, on essaye d'aménager le centre-ville pour le rendre plus attractif, de faire une communication positive sur la ville de Divonne-les-Bains, justement pour accompagner la dynamique commerçante. Et j'ai pas l'impression qu'on se tape sur le ventre en disant bah, c'est super, on a un solde positif sur la création de commerce. Moi, quand je passe sur la rue de Genève et que je vois 2 commerces qui sont fermés, bah, mon job, c'est d'appeler les propriétaires, connaître le prix de vente, regarder comment la collectivité peut agir, essayer avec Eric Gavaret, avec les personnes autour de cette table qui sont en charge du commerce et Vincent Lhuillier, de regarder si on n'a pas une enseigne en complément d'activité qui pourrait venir à cet endroit-là, et ça se fait comme ça petit à petit. Mais après, c'est votre analyse de notre action. Moi, j'essaye simplement d'être très factuel quand je dis ça, et de me dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de la ville, c'est cette dynamique commerçante de centre-ville, en plus d'autres éléments, et notamment la question du marché, des 2 marchés qui créent aussi une dynamique. Voilà. Mais aujourd'hui, il est très clair que la ville de Divonne-les-Bains, elle a besoin de retrouver une dynamique, et notamment retrouver une dynamique sur les débuts de semaine, parce que quand on discute avec les restaurateurs, quand on discute avec les commerçants, ils nous disent qu'ils ont une difficulté aujourd'hui, c'est sur le lundi, le mardi et le mercredi, et l'activité économique, elle recommence le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc les idées, il faut les trouver sur ces 3 jours-là, de manière à faire en sorte que les Divonnais viennent dans leur commerce, mais aussi que nous puissions attirer du tourisme d'achat qui vient d'un rayon plus loin. Voilà. Mais après, vous avez votre analyse, on a notre analyse et puis on a une réalité, voilà, qui, je pense, qui est celle que je viens de décrire. Alors oui, on n'en est même pas là, parce qu'on se rend compte ce soir qu'on n'est pas dans le même climat. Vous avez votre vision et qu'on peut en avoir une qui est sensiblement différente. Ah mais oui, mais c'est normal parce que les gens ne disent pas la même chose. Si les gens qui ont besoin de se plaindre, je pense qu'ils viennent plus nous voir. C'est cohérent. Mais ça n'empêche pas d'en parler. Ah, mais c'est pas vous prenez toujours comme une attaque, une agression. Mais, non, mais quand vous dites que vous tapez sur le ventre, il y a une manière de dire peut-être qu'on a une vision différente et que vous avez un optimisme débordant. C'est plus positif que de dire vous tapez sur le ventre. Par exemple. Mais je ne vais pas vous faire de sémantique. C'est malvenu. Si tu voulais parler à ma place, vous pouvez aussi le faire, mais déjà. Je vous dirai ce que je dirais si j'étais à votre place. Voilà. Ok. On avait une question concernant la chef, parce qu'apparemment les tensions continuent à monter entre le porteur du projet du quartier de la Gare et l'association qui protège l'habitat et l'environnement du Lyonnais. Ça reste un point préoccupant, notamment pour les bénévoles qui s'engagent dans ce type d'association et qui n'est pas d'ailleurs qu'une association qui a pour obligation de bloquer les projets d'urbanisme. C'est compliqué oui, mais finissez votre intervention, puis je donnerai la parole après. Donc, je voulais connaître votre position, parce que ça reste toujours un point d'intérêt pour nous. D'abord, vous avez quand même été si au mois de décembre que vous ne soyez pas informé par le bruit globalement de ces démarches juridiques, voire contentieuses avec la chaîne, mais bon, c'est comme ça. J'aurais bien aimé savoir où est-ce que vous en étiez dans ce dossier, dans la situation de cette association. Je crois que la chaîne a rencontré Urban et Lara directement avec leurs avocats pour être sous le sceau de la discrétion. Je vais vous répondre je ne sais pas. Moi je vous dis les informations que j'ai eues par Urban et Lara qui m'a dit qu'ils rencontraient la chaîne entre leurs avocats. Nous n'avons pas été, la ville n'a pas été sollicitée ni par la chaîne ni par Urban et Lara pour être présent à ce rendez-vous. Donc je suis incapable aujourd'hui de vous dire ce qui s'est discuté dans ce rendez-vous. Parce qu'ils ont décidé de le faire par avocat sous le sceau de la confidentialité. Voilà. Et donc nous avions une deuxième question qui concernait là plutôt, une autre association qui était Stop Embouteillage, qui nous a fait une petite newsletter de début d'année qui indiquait des avancées et des échanges sur la DIP. Oui. On aurait bien aimé être informé et que ça puisse être un sujet auquel on est impliqué. Eh bien, vous savez, la DIP, on y travaille même depuis quelques temps. On a élaboré un règlement, on a travaillé avec l'ANTEA. Donc, il y a eu un hydrogéologue expert qui a rendu un rapport. Ce rapport, il a été étudié par les services de l'État. Il y a des propositions qui ont été retenues. Et aujourd'hui, l'ADIP est entre les mains des services de l'État pour rédiger un document qui sera mis en enquête publique. Je n'ai pas la date parce que c'est l'État qui gère le rythme de cette EDIP. Ce que j'aurais demandé, c'est qu'on puisse, d'ici la fin de l'année,
avoir un arrêté du ministère, parce que c'est un arrêté du ministère qui classe le périmètre de DIP. J'ai des échanges mensuels ou tous les 2 mois avec Stop Embouteillage, comme je le fais avec des associations constructives, qui on discute de ce projet-là. Et l'autre sujet qui est en lien avec les eaux minérales, c'est qu'on travaille aussi à la mise en place d'une fontaine publique dans le secteur d'Arbert pour que les Divonnais puissent plus facilement accéder à l'eau minérale et à l'eau thermale et éviter de marcher dans un terrain privé pour accéder à l'approvisionnement de leur eau. Donc j'espère aussi que cette nouvelle fontaine publique, qui est d'ailleurs prévue dans les budgets bâtiments du budget 2025, pourra se réaliser et permettre d'améliorer l'accès à l'eau minérale. Mais je pourrais vous faire le détail des travaux que nous avons menés depuis maintenant plusieurs mois sur la DIP dans la prochaine commission finance. Merci, monsieur. Et c'est un projet suivi et qui avance. Pas forcément pour la Ah ben je pense que mettre en place une DIP, c'est plutôt la bonne direction quand même. Voici les conditions qu'on trouve à City. Ah ben moi j'ai été très clair dès le départ, nous voulons protéger la moitié de la montagne. L'État nous a dit qu'il ne le ferait pas, donc je vous laisserai intervenir et peut-être que vous serez mieux entendu que le maire de Dijon. Je n'en doute pas. Finissons sur cette note positive. Bonne soirée.